Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Aujourd'hui, les narcotrafiquants sont partout. L'an dernier, au moins 315 meurtres et tentatives de meurtre liés au narcotrafic ont été recensés. Mon combat, moi, c'est contre la pieuvre du narcotrafic. Le nombre de trafiquants n'a jamais cessé de prospérer. Je pense qu'il faut taper très fort. Je veux frapper les narcotrafiquants et surtout les narco-racailles au porte-monnaie. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata. Escobar. Vincent Monnier, vous évoquez un Escobar dans votre livre, on va y revenir. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Merci d'être avec nous pour ce livre Narcocratie, qui remplace la démocratie. Donc aujourd'hui sont les narcotrafiquants, dites-vous, qui ont pris le pouvoir. Comment ils ont pris le pouvoir? Une enquête qui fait peur. Alors c'est au niveau international, votre enquête. L'enquête, oui, ça s'intéresse. Mon enquête s'intéresse beaucoup à l'Europe parce que c'est en Europe qu'il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. C'est devenu le premier marché mondial de la cocaïne notamment. Ça devance désormais les États-Unis et voilà, toutes ces cocaïnes qui arrivent partout, par tonnes chaque semaine, elles provoquent des mutations dans le paysage criminel européen. Oui, ça vous le datez à peu près à quoi? Une quinzaine d'années, non? Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, oui. Ouais, depuis une dizaine d'années. Pourquoi alors? Ce qui se passe en Europe aujourd'hui s'explique par ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années ou ce qui se passe depuis une dizaine d'années en Amérique du Sud. Je pense que la cocaïne a tout changé dans le narcotrafic, parce que la rentabilité est folle pour les trafiquants. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 10 ans, dans les 3 pays qui produisent la cocaïne, c'est-à-dire la Colombie, la Bolivie, le Pérou, la cocaïne est en surproduction. On en produit beaucoup plus qu'avant. On a amélioré les techniques de production grâce à des ingénieurs agronomes qui sont venus tester de nouvelles techniques. Donc on a une surproduction en Amérique du Sud et à la fois aux États-Unis, il y a un ralentissement, une sorte de saturation du marché. La cocaïne notamment est concurrencée par ces nouveaux le fentanyl, voilà, etc. Tout ça, exactement. Tous ces dérives chimiques terribles, quoi. Exactement. Donc les trafiquants sud-américains se sont mis à chercher de nouveaux débouchés et ils ont trouvé l'Europe. Oui. Pourquoi ils rentrent facilement en fait en Europe, quoi. Quand on regarde votre livre, que ce soit dans les différents ports, on y reviendra. En France, coq sur les docks. Il y a un chapitre sur Le Havre. Quoi. Sur Le Havre, oui, effectivement. Le Havre est devenu la première porte d'entrée en France de la cocaïne. Ouais. C'est vrai que peut-être qu'on le sait pas, mais effectivement Le Havre depuis quelques années est la cible de pas mal de trafiquants, voilà, des réseaux. Mais alors, ce qui est assez incroyable, est-ce que vous décrivez, parce que vous l'expliquez bien, comment évidemment ça arrive, c'est que on n'arrive pas à stopper ça, quoi, par exemple, puisqu'on sait, on l'a identifié. C'est très compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 80 à 90% de la cocaïne qui arrive en Europe arrive par la voie maritime, donc par les transports de marchandises. En fait, ces transports de marchandises par voie maritime, ils ont explosé ces dernières années à la faveur du développement du commerce mondial. Et effectivement, ce sont des milliers de containers qui arrivent chaque jour dans les ports du Havre, bien sûr, mais aussi et surtout d'Anvers, de Rotterdam. Et c'est très compliqué, très très compliqué de surveiller tous les containers qui rentrent. Vous savez qu'il y a 1 à 2% des containers seulement qui sont scannés, qui sont surveillés. Ce qui est très peu. Et en plus de ça, il y a de la corruption. Et en plus de ça, il y a de la corruption, et notamment les dockers, comme je raconte dans mon livre. Dans votre livre, vous en parlez, effectivement. Il y a eu des enquêtes qui ont été menées, mais il y a des intimidations de ces dockers, etc. Des pressions, des intimidations, des menaces physiques. Un docker a été tué au Havre il y a quelques années. Voilà, ils sont la cible de beaucoup de pression. Oui, de beaucoup de pression. Et ça remonte même, alors ça vous l'évoquez un peu moins dans votre livre, mais j'ai vu que ces derniers mois, on disait qu'il y avait de la corruption qui remontait chez les policiers, chez les magistrats, en raison du pouvoir de ces narcotrafiquants. Tout à fait. La grande inquiétude aujourd'hui, c'est la corruption, en fait. Ces narcotrafiquants ont acquis une puissance financière telle qu'ils peuvent acheter et proposer des sommes folles pour corrompre beaucoup de gens. La semaine dernière, où il y a 10 jours, il y a 2 policiers de l'OFAST, de l'Office anti-stupéfiants de Marseille, qui ont été placés en détention. Une
une greffière de Marseille également, il y a 10 jours également, qui a été placée en détention. Voilà, le spectre de la... Une greffière, ça veut dire, sans rentrer dans les détails évidemment de l'enquête, parce que c'est en cours, mais on leur demande, on fait pression sur ces personnels pour qu'ils mettent de côté des dossiers, qu'ils les retardent. Voilà, c'est ça, ouais, quoi. c'est exactement ça. Et il y a des menaces, des intimidations de ces narcotrafiquants qui ne reculent devant rien, quoi. Ça commence pas toujours par des pressions, mais ça peut commencer par des propositions. Voilà. Ce que je raconte dans mon livre, c'est que sur le Havre, ces narcotrafiquants, ils connaissent bien le monde de dockers. C'est souvent des gens qui sont basés au Havre, qui ont grandi dans les mêmes quartiers, qui sont allés dans les mêmes écoles que les dockers. Ils savent qui a des faiblesses, qui est addict au jeu, qui vient de divorcer, qui a des problèmes d'endettement. Ils ciblent certaines personnes, ils leur font des propositions très alléchantes. Je donne des chiffres qui sont... bien sûr. Non, mais vous pouvez 100 000, d'ailleurs les détailler. 150 000 euros pour prendre avec une grue, ce qu'on appelle un cavalier, un conteneur sur un bateau et le mettre sur un camion. C'est 15 minutes, je crois, de travail. Voilà. Donc, effectivement, certains cèdent. Et puis après, ils sont dans la difficulté, on vient vous voir, on dit bon, allez, tu le fais, c'est rien, c'est un quart d'heure, etc. Il n'y a pas de contrôle, et tu auras 100 000 euros. Quoi. C'est exactement ça. Oui. Et face à cela, on est démunis aujourd'hui ou pas, en fait, quoi. Non, je pense que... Parce que vous dites ils ont pris le pouvoir, donc dans ces conditions, on se dit comment faire, enfin, s'ils ont déjà pris le pouvoir, quoi. Effectivement, dans certains pays, on peut se demander s'ils n'ont pas pris le pouvoir. En France, on a une menace qui a pris de l'ampleur. Je pense que tous les débats qu'il y a eu à l'Assemblée ont permis au monde politique de prendre conscience de ce qui se passe, et de l'ampleur du défi pour lutter contre ce narcotrafic. Qui est un risque de déstabilisation assez fort de nos pays, de nos démocraties. Oui, complètement. D'où la narcocratie, comme vous le dites. Et puis après, ça s'étend en fait un peu partout. Avant d'y revenir, notamment des fermes de cannabis. Ce matin, on avait un témoignage sur des fermes de cannabis qui sont implantées sur le territoire et qui se déplacent. Ça, vous avez enquêté aussi sur ces fermes de cannabis. Alors, j'en parle pas dans le livre, mais effectivement, mais effectivement, dans le livre, je parle d'autre chose. C'est des laboratoires de transformation de cocaïne qui sont sur le territoire européen, notamment en Belgique et aux Pays-Bas. Oui, un peu moins en France, quoi. Pour l'instant, un peu moins en France, mais ça arrive, quoi. Voilà. Parce qu'ils sont très bien organisés, ces réseaux. C'est ce qui frappe, c'est le niveau d'organisation de ces groupes criminels, le niveau j'allais dire même de sophistication. Avec des réseaux dans tous les pays, l'utilisation de moyens techniques assez performants. Je parle des téléphones cryptés qu'ils ont utilisés. Les messageries, c'est ce que vous dites, quoi, en fait. Et puis l'utilisation également du Bitcoin pour blanchir l'argent. Donc ils sont vraiment à la pointe de la technique, ce qui rend d'autant plus difficile leur traque. Ouais, c'est la raison pour laquelle Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, voulait accéder aux messageries cryptées pour essayer d'intercepter, et ça a été considéré comme liberticide, en fait. Oui, il voulait avoir une sorte de porte d'entrée dans les messageries utilisées par ce qui se comprend, vu l'ampleur. Quand on lit votre livre, une question de liberté. Oui, mais de liberté, mais quand on voit évidemment l'état aujourd'hui et l'ampleur évidemment de ce trafic. Vous parlez de Marseille, justement, j'y revenais tout à l'heure sur Escobar, parce que il y a quelqu'un qui serait appuyé sur un Escobar à Marseille, un des chefs de la DZ Mafia, une organisation en pleine expansion. Racontez-nous ça. Alors je crois que c'est plutôt quelqu'un qui se fait parce que qui prend ce nom. Sur les messageries cryptées, les narcotrafiquants aiment bien prendre des pseudos. Voilà. Alors il y a plusieurs types de pseudos. Certains utilisent des pseudos de dictateurs. Ça peut être Poutine, ça peut être Hitler. D'autres utilisent forcément des pseudos de narcotrafiquants. Alors lui, non, il avait un pseudo. Il voulait qu'on l'appelle King. Voilà, il voulait changer de pseudo parce qu'il trouvait que son ancien pseudo n'était pas assez adapté à sa stature dans le milieu. C'est ça, King, voilà, c'est ça. Oui, j'ai confondu avec... Parce qu'il y avait un autre qui était, lui, Mamine Escobar, l'un des chefs de la DZ Mafia à Marseille. Escobar est une des références de tous ces gens, effectivement. Oui. La DZ Mafia, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, elle est toujours aussi puissante et influente. Et elle quitte Marseille pour s'étendre sur le territoire. Effectivement,
On parle beaucoup de ce groupe criminel, c'est pas encore une mafia, mais c'est peut-être une mafia en construction, c'est-à-dire que c'est un groupe criminel qui a pris beaucoup de puissance sur Marseille et qui étend ses activités géographiquement à des zones au pourtour de la cité phocéenne, mais également on les retrouve à Valence, un peu plus... à Nîmes, je crois. Avignon, et puis, dans les conversations qui sont sorties à l'occasion de l'arrestation de Mohamed Amra, vous savez, ce narcotrafiquant qui s'est évadé et qu'on a arrêté en Roumanie, eh bien, il y a des conversations avec un chef de la DZ Mafia pour prendre possession d'un point de deal tombé en désuétude à Saint-Nazaire, avec un partage, un partage des recettes, parce que on se vend. Non, mais j'ai vu, on se vend des points de deal comme on vend des fonds de commerce. Je voyais que en Île-et-Vilaine, à Rennes, je crois, etc. Ça pouvait se vendre 400 à 500 000 euros. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est toujours la même chose. Comme on vend une société, on estime son chiffre d'affaires et puis on fait une proposition et voilà. Effectivement, il y a beaucoup de coopération. Les trafiquants, les narcotrafiquants se font la guerre, c'est vrai. Ce qui est inquiétant, vous dites, à Marseille comme ailleurs, la mafia de la drogue, c'est une pieuvre. Et à chaque tête coupée, il y en a une autre qui repousse, quoi. C'est exactement ça, c'est ça la grande difficulté, en fait. Il y en a une qui repousse, des fois même deux, en fait. On a l'impression que quand vous arrêtez un narcotrafiquant d'ampleur, eh bien tout de suite ces lieutenants prennent la succession. C'est pour ça que l'objectif aujourd'hui des policiers, c'est de démanteler en profondeur ces organisations criminelles. C'est pas forcément aujourd'hui de faire des saisies uniquement ou d'arrêter, certes, les têtes de réseau, mais d'arrêter de démanteler en profondeur ces organisations. Voilà. Il faut les pénétrer, les infiltrer. Il faudrait, mais c'est une technique très dangereuse, très compliquée. Il y a eu la chute d'un grand flic. Tout à fait. On va en parler dans un instant. Une histoire assez édifiante. Comment faire justement face à ces narcotrafiquants qui ont pris le pouvoir en Europe notamment, évidemment qui sont bien à l'abri pour les grandes têtes qui vivent bien souvent ailleurs et qui profitent de cela évidemment. Alors tout à l'heure il y avait François de Nîmes qui nous disait il faut aussi taxer les consommateurs parce que eux-mêmes sont complices. Nous continuons d'en parler avec Vincent Monnier du Nouvel Observateur, l'enquête qui fait peur, comment ils ont pris le pouvoir, c'est aux éditions Albin Michel. Vous pouvez nous appeler, réagir ou poser des questions. 0826 300 300 sur Sud Radio jusqu'à 10h. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour du narcotrafic, parce que c'est devenu un phénomène, vous le disiez Vincent Monnier, c'est ce que vous écrivez dans votre livre qui est sorti la semaine dernière, comment ils ont pris le pouvoir, et ça a explosé véritablement en Europe et en France il y a une quinzaine d'années, quoi. Alors comment faire face à ces narcotrafiquants? C'est toute la question. On a vu que Bruno Retailleau, dernièrement le ministre de l'Intérieur, voulait notamment servir des messageries, infiltrer les messageries cryptées où il y a beaucoup d'échanges, vous en parlez, c'est l'un des grands défis. Il ne peut pas, pour l'instant en tout cas. Et pour la police, c'est compliqué. Vous racontez l'histoire la chute d'un grand flic sur cette question d'enquête et d'infiltration. C'est ça en fait. Racontez-nous cette histoire qui remonte à il y a quelques années. Oui, ça remonte à 2015 en fait. C'est le patron de l'office des stupes de l'époque qui s'appelait François Thierry et qui avait cherché à mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre les trafiquants, et il s'appuyait notamment sur quelqu'un qui était le premier trafiquant de cannabis en France et qui avait été arrêté en Espagne à l'époque et qui ensuite a été extradé en France. Oui. Et il en a fait son informateur, il en a fait son indicateur numéro 1. Et effectivement, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'informations sur le monde du narcotrafic, qui a collaboré avec la police, en échange d'une remise de peine, bien entendu. Mais souvent, la relation qui se noue entre un grand flic ou un policier et un indicateur, elle est très très compliquée. Qui manipule qui cherche à profiter de qui, c'est... Souvent, un grand policier avait coutume de dire quand on commence à recruter un informateur, c'est le début des ennuis. Ah bon? C'est vrai. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quelles sont les intentions réelles de votre informateur. De l'informateur. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs personnes, souvent plusieurs policiers à traiter, comme on dit, cette source, confronter les avis, et puis effectivement...
la grande question, pourquoi c'est il a chuté donc ce policier alors quoi? Eh bien, il a chuté parce que certainement parce qu'on a découvert 7 tonnes de de cannabis, excusez-moi, boulevard Aix-en-Provence, un matin ou un soir, je sais plus, d'octobre 2015. Cette drogue était rentrée dans le cadre d'une livraison surveillée depuis le Maroc. Donc une livraison surveillée, c'est une livraison qui est autorisée par la justice et qui est suivie par les policiers pour essayer de remonter au plus haut de la filière. Voilà. Ouais. Sauf qu'effectivement, cette opération, elle n'avait pas l'air très très maîtrisée et peut-être que dans les camionnettes, il y avait beaucoup plus de cannabis que ce que pensait la police. Ouais. Voilà. Donc ça a provoqué effectivement sa chute. Il sera bientôt jugé. Pour l'instant, il est présumé innocent. Oui, présumé innocent. Mais lui-même, il aurait entre guillemets profité du système ou pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Non. Voilà. C'est sur les circonstances et la manière dont c'est sur les circonstances. Voilà, le fait qu'il ait peut-être pas informé le parquet, les différents parquets Mais ça doit être compliqué quand même pour les flics, justement, les policiers, de mener ces enquêtes. Parce que, très, très comme compliqué. vous l'avez dit tout à l'heure, il y a de la corruption aujourd'hui chez des magistrats, chez des policiers. Donc il y a des indices partout, quoi. Voilà, et c'est très très compliqué de faire sans les indices sur ce milieu. Ils sont obligés de passer par des informateurs pour avoir des informations sur les importations. Non, le job n'est pas facile. Il faut vraiment le reconnaître. Parce que votre enquête, elle porte en Europe, sur toute l'Europe. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a des politiques exemplaires, justement, de lutte contre les narcotrafiquants ou pas, finalement? Eh bien, chacun cherche en dehors du Salvador, on se souvient, on a vu les images où on met les prisonniers nus, quasiment nus, en fait, avec des chaînes, quoi. Eh bien, dans chaque pays, il y a des dispositions, des mesures qui sont intéressantes. Dans la nouvelle loi qui va être définitivement adoptée à la fin du mois, on a fait évoluer le statut de repenti en France. Il va être plus ouvert et c'est un peu sur l'exemple de ce qui s'est passé en Italie où il y a des milliers de personnes, des milliers de criminels qui sont devenus des repentis. En France, je crois que notamment, bien sûr, et qui ont donné des informations très intéressantes, bien sûr en échange d'une remise de peine, mais sur les réseaux, sur le fonctionnement. En France, je crois qu'il y avait qu'une quarantaine depuis que le dispositif a été mis en place, c'est-à-dire ça remonte à plus de 10 ans. Je crois qu'il y a eu une quarantaine, une cinquantaine de repentis, ce qui est vraiment très très faible. Très très faible. Et là, il y a cette volonté aujourd'hui d'aller vers ça, en fait, quoi. Oui, et puis je pense que il y a une volonté aussi. Alors, l'expression commune, c'est de frapper les trafiquants au portefeuille. Au portefeuille. Voilà. Je pense qu'effectivement, j'allais dire le nerf de la guerre, mais bon. L'expression est un peu forte, mais je pense que c'est malgré tout assez vrai. Il faut réussir à saisir beaucoup plus d'argent. L'argent de la drogue, c'est l'argent des bénéfices, mais c'est aussi l'argent qui va être réinvesti dans de nouvelles importations, voilà. Oui, et puis après sur tout le territoire, on dit qu'il y a un petit commerce où il y a effectivement, il y a un blanchiment de proximité. Il y a un blanchiment terrible de proximité. Et puis vous avez parlé des bitcoins, en fait, aussi, où c'est difficile à contrôler, quoi. Vincent Monnier, narco-cratie, dans La Vérité en face. Dites-nous, est-ce que vous êtes optimiste ou vous dites que ça va être vraiment dur de lutter contre ces narcotrafiquants? Je pense que ça va être vraiment dur de lutter contre eux, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie du. On est obligé. On est obligé, voilà. Mais après, on n'est pas au bout de nos peines, quoi. Non, on n'est pas au bout de nos peines, non, c'est sûr. Ouais. Merci beaucoup. L'enquête qui fait peur aux éditions Albin Michel. Merci Vincent Monnier d'être venu ce matin. Je vous conseille ce livre pour voir. On parle souvent de pieuvre. C'est véritablement le cas avec cette drogue qui rentre un peu partout en Europe. Plus de consommation de cocaïne aujourd'hui. Et puis il y a d'autres drogues qui arrivent. On n'en a pas parlé, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. 9h57, dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, jusqu'à midi, bien sûr, avec la partie des débats tout à l'heure, et la partie média. Dans un premier temps, là, tout à l'heure, ce sera Hugo Clément, dans les coulisses de l'acier français et son cyclage, parce qu'il y a une émission ce soir sur le front, sur France 5. Merci, à demain.